Bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 11 mars 2026. Je suis Marguerite Dutrache, l'hôtesse de vos nuits de culture, et nous sommes de retour au bar Les Souffleuses, au 7 rue de la Verrerie, dans le 4e arrondissement de Paris. Et vous écoutez Le Masque et la Plume dans le cul. C'était le premier tour des élections municipales hier et plus de 900 000 citoyennes et citoyens se portaient candidats pour devenir conseillères municipales. On salue cet engagement démocratique, mais on aurait pu se passer de l'engagement d'une citoyenne en particulier. Un peu comme la candidature de Yannick Jadot en 2022, cette citoyenne artiste a surpris tout le monde en faisant un comeback aussi inattendu que Cher avec son album de reprise ABBA et sa perruque blonde platine. Car oui, la chanteuse Coxy a pris la tête de liste du 14e arrondissement de Paris pour le parti Reconquête créé par Éric Zemmour. Alors, Coxy, au-delà d'avoir un nom qui m'évoque surtout les supérettes mi-pittoresques, mi-déprimantes des villages du centre de la France où j'ai grandi, Coxy, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est celle qui chantait « Garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare, con ». Ouais, t'as l'air à fin. Une chanson extrêmement agaçante qui visait à dénoncer le harcèlement de rue que subissent les femmes. Coxy, qui d'ailleurs, au moment de la sortie de la chanson, a subi de nombreuses moqueries sexistes, notamment de la part de Diffoul, l'animateur phare de Skyrock. Oui, j'ai vraiment enquêté sur l'histoire de Coxy avec autant de sérieux que Mediapart, l'affaire Sarkozy. Plus de 10 ans avant Angèle et son tube Balance ton quoi, Coxy était-elle précurseuse ? Coxy fait-elle partie des figures oubliées de l'histoire féministe que nous devons réhabiliter aux côtés de Louise Michel et du mot Adelphes parce que ouais, en fait, je sais pas si tu sais, mais Adelphes, ça existait déjà au Moyen-Âge, en fait. Écoute les couilles sur ta table. Alors, je vous rassure tout de suite, non, si Coxy a été précurseuse de quelque chose, c'est de faire du CNews avant CNews, d'être une vigilante avant même que Léa, notre invitée de ce soir, n'écrive son bouquin. Et on en a la preuve grâce au community manager de la page Facebook de l'émission On n'est pas couché, qui a ressorti une archive des limbes de l'émission de Laurent Ruquier. Alors, il y a 2 infos dans cette phrase. La page On n'est pas couché, ONPC pour les intimes, est encore active. Mais surtout, j'ai encore un compte Facebook. Et pire, je le consulte encore. Coxy, dans l'extrait qu'on va écouter, était déjà aux côtés d'Éric Zemmour, qui était chroniqueur dans ONPC. Et c'était sur le service public en 2007. On écoute. Vous n'êtes pas pour autant féministe, d'ailleurs. Non, je suis pas du tout féministe, je suis même anti-féministe. Moi, les féministes, ça m'intéresse pas tellement. Je suis plutôt femme soumise et très contente de vivre. Moi, il y a plein de trucs chez Zemmour qu'on peut retrouver aussi dans mes textes. C'est par exemple. Vous êtes zémourienne. Je suis pas zémourienne parce que je trouve qu'il va trop loin il va toujours dans les extrêmes. Mais non, j'ai l'esprit de système. Oui, voilà. Bon, bref. Ah oui, mais c'est pas grave. J'ai une cohérence intellectuelle. Il y a des choses qu'on peut retrouver. C'est-à-dire, moi, dans ma chanson, par exemple, Sans essayer, je sais pas si vous voyez laquelle c'est. Dans cette chanson-là, je dis vraiment des choses très proches. Même dans les interviews, vous dites c'est important de faire à manger à son mari. Mais bien sûr que c'est important. De lui prêter attention. Une femme doit être un peu soumise. Mais bien sûr, c'est comme ça qu'on garde un homme. C'est la base. Aïe. Pas que ça. Moi, je suis indépendante, je travaille, je suis pas du tout une femme comme ça. C'est une femme pour vous, Éric Zemmour. C'est pas une femme pour Catherine Breillat. Non, mais ça me dérange pas maintenant. Alors, il y a 2 trucs qui me font trop rire dans cet extrait. C'est qu'elle demande sérieusement « Est-ce que vous voyez ma chanson Sans essayer ?» Comme si elle pensait vraiment que Laurent Ruquier et Éric Zemmour avaient écouté son album en entier. Mais surtout, il y a eu ce moment dans l'histoire de la télévision française où la réalisatrice Catherine Breillat était invitée sur le même plateau que Coxy. Alors, à défaut de voir le remake de Buffy contre les vampires advenir, puisque le projet vient d'être annulé, moi je demande le remake d'On n'est pas couché, car je veux la voir, cette émission qui réunit Afida Turner et Isabelle Huppert sur le même plateau. Mais revenons au programme de Sarah Knafo que soutient donc Coxy, qui, à l'inverse de Coxy Market, qui crée selon son site internet un lien précieux entre les habitants d'un quartier avec un maximum de services de proximité, n'est pas intéressé par les services aux habitants, puisque Knafo proposait tout bonnement
de supprimer 25 000 emplois municipaux, soit la moitié des effectifs actuels de la mairie de Paris. Et tout cela au milieu d'un définancement massif des associations dites politisées, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, et enfin, sûrement de gauche en fait, et d'une présence policière accrue via notamment des réverbères dotés de caméras avec intelligence artificielle. Bref, c'est tout simplement une vision apocalyptique de la société que soutient Coxy. Mais est-ce vraiment étonnant? Parce que comme le dit la chanson, Knafo, quand tu changes toutes les lettres, ça fait facho. Et les fachos, ma fille, les fachos, ça fait mal au coccyx. Alors, Knafo a obtenu moins de voix qu'attendu hier, mais tout de même plus de 10% des électrices lui ont apporté leur soutien dans une ville historiquement défavorable à l'extrême droite. Plus que jamais, les Charles Hubert et les Marie-Victoire du 16e arrondissement s'extrême droitisent au point où ce qu'il reste des derniers voix de droite avec une conscience, avec vraiment de gros guillemets, antifasciste, est incarné par des personnalités comme Jean-François Copé. Oui, même l'ancien président de l'UMP, dont la cause principale était la défense des pains au chocolat comme réponse au communautarisme, a qualifié le parti de Knafo, à juste titre, d'allié des néo-nazis allemands du parti AfD en Allemagne, pour inciter Dati à ne pas céder aux sirènes de la fachotterie pour le second tour. Alors pas facile pour Dati qui fait une performance plus que décevante à Paris avec moins de 25% des voix et qui doit se rendre à l'évidence que Paris et elle, c'est très loin d'être une romance à la heated rivalry. Mais ce n'est pas totalement fini puisque Dati s'est allié avec le candidat du centre Pierre-Yves Bournazel pour le second tour. L'officialisation de la bascule entre droite et extrême droite n'aura donc peut-être pas lieu sur ces élections, mais Rachida Dati a trouvé les coupables de son malheur. Oui. Lors de sa campagne, elle a identifié un désormais célèbre club des homosexuels qui souhaitait faire la perdre. Pour une fois, Dati a vu juste, puisqu'en effet, si les enquêtes d'opinion montrent que le FN est le premier parti chez les LGBT, aux souffleuses et aux masques et la plume dans le cul, on est fiers d'appartenir au club des homosexuels qui sont résolument anti-Dati et antifascistes. Alors, pour paraphraser Sophia Chikirou, candidate insoumise à Paris, à toutes les tafioles de merde partout en France, dimanche, le club des homosexuels se mobilise et on fait perdre la droite et l'extrême droite. Et ce soir, nous avons avec nous notre régisseuse exceptionnelle. Je veux bien sûr parler douce. Et bien sûr, avec nous ce soir, celle qui est restée bloquée dans l'isoloir de la cave des souffleuses, notre tradwife préférée, Babouchka Babouche. Bon, Babouche, je crois qu'on avait parlé que le look c'était important. Qu'est-ce que t'as foutu encore ? Alors, je pourrais accuser mon look par rapport au fait que je suis malade depuis une semaine, mais pas du tout. Ce soir, mon jogging est politique. En tant qu'habitante de Saint-Denis, j'ai fait le taf. Au reste de la France, je vous regarde. Qu'avez-vous fait ? Bali Bagayoko est maire de Saint-Denis. Le reste de la France, qu'avez-vous fait ? On se le demande. Et ce soir, puisque le masque et la plume dans le cul est au plus chaud de l'actualité, nous souhaitions inviter une essayiste et chercheuse pour mieux comprendre la situation politique actuelle. Elle est spécialiste des questions féministes et de l'extrême droite. Elle a créé le compte Instagram de contenu féministe Mécréante en 2020, puis publié les livres « Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ?» en 2023, ainsi que « Les vigilantes, surveillantes et surveillées, les femmes au cœur de l'extrême droite » en 2025. Tous deux aux éditions J.C. Lattès. Et enfin, elle a cofondé le média queer Problématique qui s'est officiellement lancé le 9 mars dernier. Léane Telestra est avec nous. Léane, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Enfin, 2 ans après. Et oui, ça fait plaisir. Alors, Léane, avant de commencer, il faut qu'on te soulage d'un poids. Oui, parce qu'en préparant cette émission, tu m'as dit qu'un fait important de ta vie avait été victime d'invisibilisation sur ta page Wikipédia et donc que tu souhaitais y remédier en révélant ce lourd secret. D'abord, on voudrait savoir si notre audience est d'accord. Ouais, d'accord. C'est un fait choquant. Hein. Fait choquant et inattendu. Alors, Léane,
Pour paraphraser la chanson du groupe Pearl, j'ai des choses à te dire. Si vous n'avez pas la rêve, c'est que vous n'avez pas grandi avec Skyrock. Léane, qu'est-ce que tu as à nous dire qui ne se dit pas sur les messageries ou par SMS? Mais voilà, c'est très grave. Ça fait un grand débat sur ma page Wikipédia de savoir si oui ou non on peut me qualifier de LGBTQIA, si je peux faire partie des queers de Wikipédia. Donc du coup, je dois vous avouer ce soir que je suis Gwyn. Voilà. Ouais, bravo. Ils peuvent pas le mettre sur la page Wikipédia parce que je l'ai pas dit dans un média officiellement. Voilà. Alors. Donc c'est fait. Merci pour ta confiance, mais malheureusement ça ne restera pas entre nous. Donc on compte sur vous pour mettre immédiatement à jour la page Wikipédia de Léane Alestra, en précisant bien évidemment que Léane Alestra a fait son coming out public le 16 mars 2026 dans l'excellent podcast culturel Le Masque et la Plume dans le cul, évidemment. Oui, on cherche à faire notre pub sur le dos des lesbiennes. Et vous savez quoi ? On n'a pas honte. Voilà. Et maintenant, on attend le coming out de Marine Le Pen. Comme ça, on respecte l'équité de l'Arcom. Alors, avant de rentrer plus spécifiquement dans ton livre, j'ai parlé des résultats à Paris. Désolé pour ce parisianocentrisme. On va y remédier car j'ai envie de savoir rapidement et jouer un peu les As à la moche. Léane, c'est quoi ton analyse des résultats d'hier et notamment qu'est-ce que ça raconte sur les forces d'extrême droite et les forces qui s'opposent aussi à l'extrême droite à l'heure actuelle? C'est quoi ta take? Sur Paris, du coup. Non, partout en France. Ah, partout justement. en France. Sortons de Paris. Bah, ça continue à augmenter. Il y a de plus en plus d'endroits où des maires LR ont fait route commune avec le RN, ce qui est assez nouveau. Donc, ils continuent à progresser. Ça, c'est pas ouf. Je pense qu'ils s'attendaient à plus, honnêtement. Il faut une percée voilà, dans le sud-est, mais sud-ouest, ça monte pas autant que prévu. Voilà. Moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que je reviens d'une petite tournée en Bretagne et ils me disaient qu'ils avaient réussi pour la première fois à constituer le RN des listes en Bretagne, notamment à Lannion et dans d'autres bleds en Bretagne, et qui mettaient en tête de liste des filles qui avaient 18 ans, 20 ans, etc. Et du coup, il y avait des profs qui me disaient l'année dernière, elle était dans ma classe et là, elle est en tête de liste RN, quoi. Voilà, parce qu'en fait, ils galèrent quand même et ça leur permet d'essayer d'avoir les quotas. Voilà, mais on y reviendra plus tard. Après, moi, j'avoue, cette année, j'ai pas été pris dans Drag Race, du coup, je me pose des questions. Donc, dans ton dernier livre, Les vigilantes, surveillées et surveillantes, ces femmes au cœur de l'extrême droite, tu analyses le grand inversement du sens des mots et la manière dont l'extrême droite a réussi à faire assimiler et à intégrer des questions historiquement féministes et ancrées à gauche dans leur appareil idéologique. Qu'est-ce qui a poussé l'extrême droite à s'emparer des questions féministes, notamment de la thématique des violences sexistes et sexuelles? Et quelle est la stratégie et le discours de l'extrême droite sur ces enjeux dits féministes? Ça fait beaucoup de questions là. Non, déjà parce que c'est 52% de l'électorat. Hein, et donc vu que la stratégie est électorale, il faut quand même les séduire un petit peu. Ensuite, est-ce que tu peux reposer les questions là? Parce que qu'est-ce qui a poussé, à part cet intérêt électoral, de s'emparer notamment spécifiquement de la question des violences sexistes et sexuelles? Et c'est quoi leur stratégie en s'emparant de cette question-là? C'est vrai qu'ils sont emparés de la question des VSS parce que c'est ce qui a été le plus mis en avant par les féministes, donc c'est ce qui a occupé le plus l'espace médiatique. Comme plein de choses au début, à la base l'extrême droite était extrêmement réticente. Je pense notamment au début quand les féministes ont parlé de harcèlement de rue, l'extrême droite hurlait à la mort que c'était la fin de la courtoisie à la française, du fait de pouvoir se draguer dans l'espace public, etc. Et puis après ils ont vu très vite l'intérêt raciste qu'il pouvait y avoir, hein, et ils ont complètement retourné leur veste. Ils harcelaient les féministes qui parlaient de ça, et quelques mois après ça a servi à harceler les hommes noirs et arabes. Et là de la même façon les VSS, on se souvient au début quand même, enfin au début je veux dire 2019 en France, on se remet dans la situation, on nous traite de hyènes enragées, etc. Enfin c'est quand même un petit peu chaud l'ambiance, donc là même la droite, enfin tout le monde est quand même pas du tout ok avec ça. Puis très vite en fait ça devient tellement fort, en fait on gagne comme une bataille culturelle, mais en même temps le mouvement féministe ne continue
pas à politiser vraiment fortement ces enjeux-là, parce qu'en fait, les VSS vont servir un peu de point de ralliement et de début de politisation, ce qui a marché. Mais le revers de ça, c'est que du coup, il y a jamais vraiment les questions de comment on fait pour pas renforcer la prison, en fait tout l'appareil répressif d'État. Ces questions elles sont vraiment éludées et pas du tout portées par les féministes les plus visibles. Et donc forcément, c'est quelque chose qui est aussi facile à se réapproprier parce que personne va dire on est contre les violences. Mais du coup, ce qui est intéressant pour l'extrême droite, c'est que eux, ils veulent absolument pas lutter contre les violences familiales, les violences commises par les proches, parce que dans leur idéologie, le corps des femmes blanches appartient aux hommes blancs de leur milieu social, et le corps des femmes racisées appartient aux hommes blancs et n'appartient pas aux hommes racisés. Donc ça, c'est important pour la suite. Et donc, un petit peu, l'idée, c'est de dire on va essayer de proposer un pacte racial pour en fait garantir le fait que le corps des femmes blanches reste aux hommes blancs et pour faire surtout avancer notre agenda raciste. Et en vrai, il y a cette idée du violeur dans la rue, etc. C'était aussi un truc qui était très commun avant MeToo. Et donc, ils essayent aussi de réactiver cet imaginaire-là qui a été mis à mal par les féministes et qui est bien sûr un imaginaire raciste. Et donc, il y a aussi cette volonté de remettre cette figure d'épouvantail sur le devant de la scène. Voilà, pour le dire un peu vite. Et est-ce que c'est la première fois dans l'histoire que la pensée fasciste s'intéresse à la place des femmes dans leur logiciel? Ou est-ce que dans le passé, on a déjà eu un rôle accru de la question des femmes et de la protection des femmes pour renforcer l'idée que ce sont les corps notamment non blancs qui mettent en danger la mère, quoi? Est-ce qu'Hitler était féministe? Ça, Hitler, non, mais par contre, il y avait des féministes qui se disaient nazis, ou plutôt des nazis qui se disaient féministes. Donc comment on dit, les féminazis. Non, c'est comment ils disent l'extrême droite, les... Oui, c'est ça, ils disent ça, ils disent il y a les féminazis. Ben, elles ont vraiment existé, voilà. Et donc, il y avait aussi t'avais tout ce qui était vigilantisme aux États-Unis. Donc là, c'était des hommes qui se bandaient le visage et qui allaient lyncher des hommes noirs qu'ils accusaient eux-mêmes d'avoir violé des femmes blanches. Donc souvent, c'était faux ou c'était des relations qui avaient été consenties. Donc oui, il y a eu des fausses accusations, mais on rappelle que là, c'est des hommes qui accusaient et pas des femmes, voilà. Et donc, c'était une façon, en fait, d'entretenir la ségrégation raciale. Ensuite, il y a eu des femmes féministes qui sont alliées aux suprémacistes blancs pour essayer de faire avancer le droit des femmes blanches. Donc ça, c'était aussi aux États-Unis. En Angleterre, t'avais carrément des féministes qui se disaient eugénistes, mais c'était pas du tout tabou. Enfin, elles se disaient féministes eugénistes. Et elles militaient pour le droit de vote que pour les femmes blanches bourgeoises. Et aussi pour que les femmes blanches bourgeoises puissent avoir des enfants et que les autres aient des tests à passer pour être sûr qu'elles sont en capacité, voilà. Et bref, après, c'était lié aux abolos et tout, machin. Mais bon, un peu... la glissade est rapide, mais elle existe. Donc oui, ça existe depuis longtemps. Et en fait, j'ai l'impression que la crédibilité et la puissance de ces discours viennent aussi du fait que ces revendications sont portées par des femmes qui se sont organisées dans des collectifs comme Némésis, qui sont des habitués des coups d'éclat médiatiques, et dont la porte-parole Alice Cordier a été très visible récemment suite à la mort du militant néofasciste. Et on ne parle Quentin pas Derenc. que de son front, hein, évidemment. Donc, tu as suivi depuis le début en fait la formation de Némésis en infiltrant leur réseau. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé et pourquoi le terme vigilante est celui que tu as choisi pour définir ces femmes d'extrême droite? Dirais-tu que tu étais au premier front de cette enquête? Au Front National d'Alice Cordier, oui, effectivement. En fait, Némésis, au début, elles sont vraiment incubées comme une start-up par l'extrême droite. Non, mais c'est vrai, hein, on leur fait faire de média training, etc. Elles prennent la continuité du groupuscule identitaire Belle et Rebelle qui a été fondé pendant la Manif pour tous. Voilà, leur logo, c'était un beau rouge à lèvres. C'est par contre, j'ai fait un drag show qui s'appelait comme ça. Oh my god! Et je sais pas si c'était le même truc. Tu revendiques l'affiliation? Non, mais parce que à cette époque, je buvais beaucoup, du coup, ça se trouve, sans m'en rendre compte. On en parlera après. Voilà. Mais bref, et du coup, donc elles ont été incubées et tout. En fait, l'objectif de l'extrême droite, c'était vraiment de créer une contre-figure à la féminisme MeToo qui était en train de monter dans les médias. Ils se sont dit, bon, ben voilà, les journalistes, ils sont suffisamment cons pour donner un point aux féministes et ils vont chercher à donner un point aux antiféministes ou à des femmes d'extrême droite. Et ils avaient raison. Donc voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Elle, au début, elle se développe pas mal sur les réseaux sociaux, beaucoup en opposition justement. Bon, Némésis, du coup, le terme, c'est pour dire en gros l'ennemi donc des féministes. Et puis au début, elles sont vraiment, c'est vraiment
bas de front. Non, pardon, c'est validiste comme expression, mais voilà, c'est vraiment, ça vole pas haut, on va dire. Et c'était à base de dire que les féministes, en gros, c'est moche, et vraiment répéter ça en boucle, et avec bien sûr toutes les takes racistes qui vont avec. Au fur et à mesure, elles sont un petit peu professionnalisées et tout, parce qu'elles ont été suivies. Mais voilà, elles ont été formées, tu vois, dans les universités de FAF, Academia Christiana, enfin que des trucs vraiment. Mais elles sont vraiment de l'aile la plus radicale de l'extrême droite. Elles posent avec des armes à feu, elles parlent de guerre civile matin, midi et soir, et elles assument plus du tout ça depuis les dernières législatives où elles sont rapprochées du RN. On est d'accord, c'est pas sur Parcoursup tous ces trucs-là. Ah non. C'est une formation parallèle. Voilà, Okay. c'est un truc que je sais plus, c'est Institut du journalisme ou quoi. Enfin, mais bref, ils ont plusieurs instituts pour former à l'extrême droite les futurs porte-parole en gros. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dises que les rebelles est né au moment de la manif pour tous, parce que donc Sarah Knafo, la candidate de Zemmour, a été reçue dans le podcast de deux figures transphobes très connues, Dora Muto et Marguerite Stern. Bouh Bouh. Et donc tu les décris tu t'intéresses beaucoup en fait à ces figures-là parce que tu les décris comme des transfuges réactionnaires. C'est le terme que tu crées. Donc des femmes venant de la gauche. Avec des gros guillemets. Voilà. Non, mais en tout cas, qui s'inscrivent dans les mouvements féministes à l'époque identifiés comme de gauche, qui se sont extrême droitisés via la question notamment des droits des personnes trans. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la question des personnes trans est devenue un enjeu crucial pour crédibiliser et construire une certaine vision de la femme pour l'extrême droite ? Ouais, en fait, l'extrême droite et les réactionnaires, ils essaient toujours, on dit, de naturaliser les rapports de domination, donc dire, en gros, c'est la nature, c'est comme ça, mais en même temps, ils sont toujours hyper contradictoires, parce qu'il suffit qu'on respire et ça va menacer l'ordre établi, il suffit que les enfants, ils lisent un livre et ils vont tous être queer, donc tu vois, il y a toujours cette dualité très forte, mais du coup, ils essaient de dire, les choses sont comme ça, tout est très figé, on est chacun dans notre tupperware, pour reprendre une expression d'Océan, et on ne bouge pas du tube, tu vois. Et donc forcément les personnes trans montrent que il y a des trajectoires sociales qui sont diversifiées, variées et qu'il n'y a pas un destin qui serait pour toujours, etc. Et ensuite concernant la transmisogynie par exemple de Dora Muto ou Marguerite Stern, il y a vraiment cette idée en fait chez ces femmes qu'elles sont l'incarnation de la femme respectable comme il faut, que tout le monde devrait vouloir leur ressembler et qu'elles doivent être la porte-parole officielle de toutes les femmes, et donc du coup toutes les féminités qui sont pas à leur image stricte, elles les voient comme menaçantes parce que du coup pourraient un peu manger leur gâteau et leur vision, et qui est très centrée sur elles-mêmes et leurs besoins de femmes cis évidemment, mais aussi hétéra, parce que souvent on entend que Marguerite Stern ou Dora Muto seraient lesbiennes, c'est fake. Non, on a déjà Alice Weidel, laissez-nous tranquilles. Attends, Marguerite Stern, elle n'est pas lesbienne ? Mais non, elle est 100% hétéra. Mais c'est comme Mila, elle était lesbienne à un moment ou pas ? Elle est hétéropolitique, Mila, elle l'a dit. Mais du coup, voilà, donc, officiellement, Marguerite Stern est hétéra, je sais pas dans sa vie privée, mais voilà. Donc, et on ne te le souhaite pas. Voilà, non, vraiment pas du tout. Donc voilou, et bref, il y a aussi des questions d'autoritarisme à base de je veux diriger sans être contesté, donc du coup, même si j'ai des prismes qu'on remet en question, eh bien non, les autres ont tort, et c'est un grand complot contre moi, parce que si j'ai dit, c'est vrai, voilà. Ok, mais ça me fait aussi penser à la droitisation du vote des hommes gays, notamment, où il y a eu la constitution de l'équivalent LGBT de Némésis qui s'appelle Eros. D'ailleurs, en vrai, parlons-en parce que en fait, Eros, que je connais bien moi. Ouais, la première action. Non, mais c'est assez fou. La première action qu'Eros a fait, en fait, c'était une lecture en bibliothèque où Babouche lisait, en fait. Et j'avais une autre tenue que ce soir. J'étais extrêmement glamour, mais j'étais pas du tout habillée en stripteaseuse. Oui, et tu lisais Elmer. Oui, je lisais Elmer l'éléphant à des enfants. Voilà. Et non, mais c'est un super livre. Donc c'est intéressant quand même, c'est la C'était Johan Power. Tout à fait, ouais. Donc le mec qui a fondé Eros. Johan, pensez pour toi. Qu'est-ce que tu penses que la facilité avec laquelle la droite a su assimiler ses discours, qu'est-ce que tu penses que ça raconte sur aussi l'état des luttes féministes à l'époque ? Est-ce que tu penses que c'est la gauche qui a baissé la garde ou qui n'a pas su tenir assez bon ? Ou est-ce que tu crois que c'est juste un reflet de la droitisation générale de la société, tu vois ? Que c'est inévitable parce que l'extrême droite monte et donc c'est des charognards, quoi.
Je pense en fait qu'il y a un peu un espèce de contrat national qui se fait où tu sais dans le nationaliste t'as toujours un ennemi intérieur et un ennemi extérieur. Donc souvent l'ennemi intérieur ça a été l'homme juif, le gay. L'ennemi extérieur c'était toutes les personnes qu'on était en train de coloniser. Et par exemple en France aujourd'hui les personnes musulmanes font à la fois office d'ennemi intérieur avec cette idée d'entrisme, de communautarisme, etc. et ennemi extérieur aussi, genre le grand remplacement, etc. Donc il y a cette idée que en fait, en gros, si tu veux, t'as des femmes conservatrices, réactionnaires ou même des fémonationalistes soft, on pourrait dire, qui vont essayer de négocier avec l'État, d'avoir une place, certes, de second violon dans le récit national, mais d'être quand même lisible et du coup de renforcer les ennemis intérieurs ou extérieurs, enfin cette figure-là d'épouvantail, en échange de se placer en fait comme deuxième sur le podium et voilà. Je sais pas si Aurore c'est très clair. Berger, par exemple. Oh non mais elle, il y a un chapitre entier dans mon mémoire sur elle. C'est l'évolution Pokémon de Chiappa, mais encore plus à droite, tu vois. Moins Slay, quand même, pour avoir regardé oui. les traîtres. T'as regardé les traîtres où il y avait Marlène Schiappa? Je crois que... Non. Vous n'avez pas regardé les traîtres avec Marlène Schiappa? Il fallait regarder. Ouais. Ah ouais, Il c'était... fallait regarder. Elle avait négocié pour qu'il y ait sa meilleure amie dans l'émission et ils ont accepté. Oh my god. Est-ce qu'elle l'a trahi? C'est ça qu'on veut savoir. Non. Non, elle se fait tuer trop tôt, Ouais. Anaïs. Vu qu'elle n'est pas connue, tout le monde s'en fout d'elle. Ouais. Ah mince. Alors, J'ai il y pas a vraiment répondu à ta question. Non, mais c'est pas grave, c'est très intéressant quand même. On a parlé des traîtres. Allez hop. Alors, justement, un truc qui est intéressant, c'est qu'on en parlait la dernière fois. Il y a vraiment un tapis rouge médiatique qui est donné à la droite et notamment à ces nouveaux mouvements féministes LGBT fachos et qui est soutenu par beaucoup d'argent, donc notamment le projet Périclès du milliardaire conservateur Pierre-Édouard Stérin. Et en fait, tu m'avais dit un jour que selon toi, finalement, ils n'étaient pas si forts que ça au vu de l'argent qui était balancé par ces milliardaires et que finalement, la gauche tenait plutôt bien et gardait du pouvoir de nuisance, quoi, avec très peu d'argent. Bah ouais, mais déjà, Nemesis, elles sont 30, faut comprendre, genre vraiment sur tout le territoire Elles sont français. trans? Mais oui. Tu vas les trans-investigate. Oh my god. Problématique. C'est le nom d'un média, ça, non? Ouais, très stylé, mais bon. Non, mais du coup, j'ai encore oublié la question, voilà. Je disais que, Voilà. finalement, en fait, ils étaient assez faibles Oui. en termes d'organisation. Mais pour donner un exemple, Nemesis, elles ont quand même loué une suite à Lille, 1500 € juste pour pouvoir dérouler une banderole et personne n'en a parlé cher. Mais tu vois, elles ont les moyens. Enfin, tu te rends compte, juste pour une petite action de merde, hop, elles louent une chambre d'hôtel 1500 balles. Avant leur action, elles sont là à se pomponner dans le manoir de Le Pen. Enfin, je sais pas, mais c'est délirant, tu vois, les moyens qu'elles ont. Et puis, elles sont 5 salariés et à plein temps, etc. Et franchement, il y a de l'oseille de ouf. Et tu te dis, imagine les féministes, nous on fout quoi? On met 200 000 personnes dans la rue, là, le 8 mars, comme ça, tranquille. À Paris, on était 12 000 le 7, alors qu'on a fait ça à 11 balles 3 jours avant, il n'y avait pas de manif de prévu et tout. On arrive, en fait, le peuple, il est avec nous, désolé. Elles ont fait leur truc de merde dans le 16e, là, elles étaient 80, alors qu'il y avait toutes les délégations de France qui étaient venues. La délégation Italia, les néo-nazis meufs d'Allemagne, elles étaient 80, quoi. Enfin, tu sais, quoi, vraiment. Mais elles ont une énorme fenêtre médiatique, en fait. Oui, mais parce qu'elles servent un rôle. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que pourquoi elles sont surmédiatisées comme ça? Parce que elles servent à quelque chose, en fait, pour le nationalisme. Voilà, c'est vraiment des tokens, mais elles sont contentes de l'être. Attention, c'est pas des victimes. Oui, c'est ça, parce que en fait, j'ai vu dans une interview que tu disais, moi, je suis pas d'accord de maintenir ce discours que ce serait des femmes sous emprise, etc. Toi, tu penses vraiment que c'est des femmes qui savent très bien ce qu'elles font et que en fait, faut les prendre comme des acteurs politiques conscientes et pas du tout. Elles n'ont pas le cerveau lavé, quoi. Elles savent ce qu'elles font. Non, mais Alice Cordier, elle est très claire sur ça. Donc, la fondatrice de Nemesis, elle dit papa, il voulait pas que je fasse de la boxe. Papa, il voulait pas que je fasse de la politique. Donc, du coup, j'ai trouvé un discours en mode regarde, papa, ok, je suis obligée de faire de la politique, mais en fait, c'est parce que les hommes, ils sont devenus trop efféminés. Et du coup, dès qu'ils seront revirils, eh bien, je rentrerai à la cuisine. Et puis, en fait, non, mais c'est voilà, je suis comme Jeanne d'Arc, je vais me sacrifier pour la nation. Mais en fait, voilà, elle est en mode bon, ben voilà, moi j'adore diriger, j'adore avoir des femmes sous mes ordres, miam. Et donc c'est juste ce que je voulais faire, mais elle est très honnête. Hein. Après, elle a pas tort, hein, parce que va trouver un actif à Paris. Hein. Puis elle a entendu parler de la théorie de Jeanne d'Arc comme trans ou... Et
Oui, mais Jeanne Grosse d'Arc. théorie quand même. Mais oui, mais Jeanne d'Arc, Jeanne l'extrême d'Arc fait une droite. différence de ouf en fait. Oui, mais Jeanne d'Arc, les faf, il aime bien parce qu'à la fin, elle est brûlée, tu vois. Donc, non, mais, en fait, c'est ça, c'est que le fait qu'elle meure à la fin, c'est genre, en fait, il y a, ok, vous pouvez ne pas être dans les codes de genre, mais vous allez mourir. Donc, tu vois, il y a quand même une réassimilation au féminin par sa mort, à base de, ok, vous pouvez faire des trucs, mais il y a pas d'avenir possible, quoi. C'est... Et parce que nous vivons une période troublée où l'on nous raconte que les antifas sont les fas, que la guerre c'est la paix et que la censure c'est la démocratie, Léane, on te propose un petit questionnaire pour que tu nous aides à y voir un peu plus clair que l'on a intitulé 6 ou Némésis. Alors, 6 en mode sister. Hein. En mode CS. En mode, voilà. Alors, 6 ou Némésis, Anne Hidalgo. Bah, Némésis. On n'a pas dit que ce serait facile, hein. Plutôt Némésis, quand même. Ouh. Bah, attends, elle est le droit du PS, hein. Elle a quand même mis des arbres à Paris. Et je sais qu'elle subventionne quelques shows de drag king, mais est-ce que ça suffit? Ah bah moi, elle m'a pas subventionné. Hein. Mais t'es drag king, toi? Ce soir, oui. Ah, 6 ou Némésis, Affida Turner. Oula. bah Némésis, elle vote Trump. Bah oui, oui. D'ailleurs, peut-être un peu trop de blagues sur Affida Turner dans le podcast. Ouais, trop d'Affida Turner ce soir. On en reparlera à la réu. Mais par contre, t'as vu son dernier clip en IA et tout? Évidemment qu'on l'a vu. Très grave. Incroyable. Attends, décrivez, parce que moi, je sais pas, j'arrive pas à décrire. Bah, c'est celui avec la voiture et elle qui marche sur ralenti. Ouais. Elle marche, c'est une vidéo IA d'Affida Turner qui marche sur ralenti devant l'Arc de Triomphe, un truc comme ça, en mode Affida 2027, tu vois. Et aussi où elle est dans le désert, là, un peu en mode Johnny et tout. Non, mais c'est... Bah, littéralement un truc Bref. que Sarah Knafo aurait pu faire. Enfin, littéralement, c'est le même logiciel. Enfin, c'est la même IA, quoi. 6 ou Némésis, le TDAH. Bah 6, mais par défaut, hein, on est ensemble. Hein. Voilà. Ouais, tu vas en parler? Bah, c'est pour ça que j'ai oublié tes questions depuis tout à l'heure. Ouais, écoute, j'ai Non, perdu mais tellement d'argent. Non, mais c'est que t'es assez vocal là-dessus. Oui, bah, je pense que c'est important. Mais après, moi, genre, on me dit, oui, je suis vocale dessus, mais moi, genre, vraiment, la neuroatypie, c'est quelque chose où on m'a collé cette étiquette-là avant que moi je capte, tu vois. Genre, ma première insulte, c'était pas Sal Gwyn, tu vois, c'était, merde, comment s'appelle le film avec le mec qui est Andy, là, mais qui est un peu iconique, mais... Le scaphandre et le papillon. Non, les chocolats, ils mangent les... Voilà, ouais, on m'appelait Forrest Gump, tu vois, à l'école primaire. Donc vraiment, c'était un truc qui m'était collé. Moi, j'étais en mode, oui, pourquoi Forrest Gump? Parce que je beaucoup cours, de tu vois. chocolat. Et non, parce que j'avais l'air débilos, voilà. Et voilà. Donc du coup, je me réapproprie le stigmate. Non, mais en vrai, je pense que c'est important d'en parler parce que saviez-vous que un quart des détenus ont un TDAH et ne sont pas diagnostiqués, que 80% des TDAH vont avoir une dépression dans leur vie, tout ça, et surtout qu'il y a que les blancs de classe supérieure qui sont diagnostiqués et les autres ils sont en prison, voilà. Donc c'est important ou en hôpital psychiatrique. Donc c'est important d'en parler. Merci pour ce message d'utilité publique. 6 ou Némésis, la ville de Lyon. Pas facile, hein. Saviez-tu que j'étais née à Lyon? Oh. Voilà. Par choix. Et mes darons se sont fiancés tout en haut de la tour Crayon, là. Bah, du coup, c'est un bon spot pour divorcer après, visiblement. Mais voilà, après j'ai grandi à Vaux-en-Velin, bref, on s'en fout, mais c'était intéressant. Écoute, il n'y a aucune spécialité lyonnaise VG, donc je dirais Némésis. 6 ou Némésis, la ville de Bordeaux. Némésis, c'est bon. Ah ouais, parce que, alors quand même, t'as grandi dans le Médoc. Ouais. Tu es né à Lyon, mais tu as grandi au Médoc. Et je sais que ça te tient à cœur de lutter contre l'idée que les questions queer et féministes n'auraient qu'une existence urbaine. Alors que ce soit quand tu rentres là-bas ou lors de tes tournées, ça situe comment la différence de regard sur les questions que tu abordes dans des bouquins? C'est quoi les réceptions que tu as? Comment tu vois l'activisme là-bas, dans les endroits que tu visites? Alors moi maintenant ma famille ils sont en banlieue bordelaise donc ils sont plus en ruralité. Ma grand-mère elle habite dans les Landes donc là je connais un petit peu les enjeux des Landes et puis après c'est vrai que j'ai beaucoup bougé pour les vigilantes donc je suis allée en Creuse, dans les Ardennes, dans la campagne bretonne, etc. Et en fait c'est compliqué parce que chaque territoire est hyper différent et même les questions que j'ai de la part des gens, les préoccupations sont pas du tout les mêmes d'un territoire à l'autre parce que la culture locale est différente à chaque fois. Ce qui revient un peu pour les gens qui sont engagés c'est que des fois c'est dur d'être la féministe du coin ou le queer du coin, tu vois, ça c'est un truc qui revient pas mal. Et puis aussi le fait que quand il n'y a pas de transport public, c'est difficile de se réunir, enfin tout ça c'est des enjeux qu'on retrouve un peu partout. Et aussi que quand t'es visible, du coup tu peux être
plus menacé parce que du coup t'es pas anonyme comme tu peux l'être en ville. Donc si on voit tes habitudes, bah après tu vois, on peut vite venir te casser la gueule quoi. Mais voilà. Mais après moi, pour revenir sur le Médoc, genre j'avoue que j'y suis pas retournée depuis longtemps et franchement ce territoire, vraiment j'aime pas du tout le Médoc, tu vois. C'est pas un endroit que je recommande. C'est hyper chiant parce que c'est à la fois de la ruralité, mais en plus c'est dortoir parce que la plupart des gens travaillent à Mérignac ou à Bordeaux. Du coup il se passe rien, tu vois. Vraiment c'est la mort. N'allez pas dans le Médoc. J'adore les podcasts parisiens qui défoncent les ruralités. Mais non, mais tu vois, il y a d'autres ruralités qui sont chouettes. Moi j'adore les Landes, tu vois. Par exemple, j'adorais parce que j'ai été aussi beaucoup élevée par ma grand-mère, donc du coup j'ai un peu beaucoup vu les Landes aussi. Et les Landes, pour le coup, au moins, quoi qu'on en pense, il y a une culture locale qui est certes viriliste à plein d'égards et tout, mais il se passe des trucs, tu vois. Alors que vraiment le Médoc, mais c'est affreux quoi. Moi, à Bordeaux, je vous recommande les drag queens Freya Cor ou les Sœurs d'El Prince, ainsi que les cannelés. Merci pour cette reco. 6 ou Némésis, Jésus. Ah, 6 quand même. Ah, 6, parce que je pose la question, parce que dans ton premier livre, Les hommes hétéros le sont-ils vraiment? Tu émets l'hypothèse que Jésus était une grosse pédale. Mais j'aimais pas est-ce que tu peux nous l'hypothèse, expliquer? c'est vrai. Non, c'est prouvé, ça, c'est un travail. Il y a un gros travail il était gay. Je veux Est-ce que cette tu peux- série voilà. Hit Rivalry. Ben ouais, avec Jean. Christy Rival. Jean, du coup, l'apôtre que Jésus aimait, littéralement toutes les photos. Les selfies de Jésus. C'est l'IA, bébé, c'est l'IA. Non, mais toutes les représentations qu'on a, ils sont collés serrés. Et en fait, un des trucs qui nous fait quand même dire qu'ils étaient ensemble, c'est qu'en fait, au moment où Jésus il va dead, en gros, il dit à Marie, sa mother, eh bien, en fait, il faut que tu prennes Jean comme époux, pardon, pas comme époux, n'importe quoi, comme mon fils, enfin que tu l'adoptes, c'est ton fils et tout. Et en fait, faut savoir que dans la tradition juive de l'époque, en gros, si ton enfant mourait, tu prenais son mari ou sa femme comme ton enfant. Donc en gros, il est en train de dire c'est mon mec quoi, c'est mon mari, donc tu le prends comme enfant. Donc voilà. En plus de tous les trucs où on a Jésus, il le kiffe, tous les paragraphes. Mais en fait, tout ça, c'était juste un polycule. Mais écoute, parce qu'en plus, moi, je suis en mode ouais, il avait 12 mecs autour de lui. Était-ce la Mésopotamie ou simplement la ville de Montreuil? Non, mais à l'époque, en plus, il y avait pas, ils étaient tous pédés, quoi. Enfin, je veux dire, ils se mariaient, oui, mais à côté, tu faisais ce que tu voulais. Et lui, il voulait pas se marier précisément Parce qu'il y avait même pas de poire à lavement. Hein. Voilà. Et pour finir, c'est pour ça qu'ils ont inventé le truc avec Marie-Madeleine après pour faire passer sous le tapis le fait que c'était une grosse pédale. Voilà. Donc, alors qu'il y a aucune preuve biblique pour le coup avec Marie-Madeleine, c'est juste. Intéressant. On Voilà. va. Mais elle a investiguer. lavé ses pieds quand même. C'est vrai. Alors, 6 ou Némésis, dernier, Samzira. Ah. Plutôt 6 quand même. Bah, 6 de ouf, ouais. Ouais, il régale un peu, hein, franchement. Ouais, à chaque fois, je suis. Ouais. Une sœur. Alors voilà, merci pour ces réponses qui clarifient énormément de choses. Enfin, Ouais. Je pense qu'on a appris Ah ouais. beaucoup de choses pour mieux comprendre le monde. Alors on parlait de Samzira justement, qui est un peu notre Karine Le Marchand gay en fait. Enfin voilà. Donc je propose un moment ambition intime pour apprendre On demande qui c'est dans le public. qui Karine Le Marchand, Samzira. Samzira, c'est un peu Jérém Star, mais genre influenceur, youtubeur, mais genre Il intense. prétend un peu faire de l'information. Ouais. Il fait des interviews, quoi. Il fait des interviews et Mais c'est personnage pas, intéressant. c'est pas dans une baignoire. Ouais. C'est Et hyper son- dépolitisant et en même temps assez touchant. Je sais pas. Relation, c'est pour ça. Plus Si à sous Né- gauche que Jordan Deluxe. Ouais. Si sous Némésis, à vous de voir. Et justement, moi, je voulais m'inspirer de Sam pour apprendre un peu à connaître la femme derrière le livre. Léane, donc on parlait de Jésus gay, mais tu as grandi dans la religion. Et je crois que c'est quelque chose que tu nies pas du tout, le fait que tu as un rapport spirituel au monde. Donc je voulais savoir, c'était quoi la place que ça a joué, la religion, la croyance dans ton rapport au monde et aussi dans ta politisation. C'est une vaste question. Alors, moi, j'ai eu une vie pas facile. Jeune, beaucoup de violences familiales assez énervées, on va dire. Vraiment à un level où je joue toujours au concours de qui est la plus cassos avec les plus gros cassos que je croise et je gagne tout le temps. Voilà. Et donc bref, du coup, ma mère était catéchèse du village, figure-toi, et lesbienne au placard. Bon voilà, ça c'est un des trucs, mais c'est véridique, hein, c'est véridique. Mais souvent c'est lié, souvent c'est très lié en fait. Et donc voilà, moi j'étais hyper fan de Jésus tout le temps. Je faisais le chapelet en entier. Mon père est énorme laïcard, vraiment genre qui déteste les religions et tout, il pétait un plomb. Voilà, je voulais être prophète plus tard. Après à 17 finalement. Et à 17 ans, je voulais être
bonne sœur. Mon père m'a empêché, il a bien fait. Des fois, il a pas fait que des conneries. Voilà, donc, mais après, je pense que ça m'a sauvée parce que tu vois, il y avait pas de, le Médoc, c'est très dépolitisé, etc. Il y avait pas, tu vois, d'organisation politique, où il y avait pas même d'espace de philosophie et tout. Du coup, la religion m'a permis d'avoir un espace de poser des questions philosophiques, etc. On était à l'aumônerie avec ma meilleure pote, qui est aujourd'hui une grosse gouine, travailleuse du sexe, escorte, voilà. Donc on est toutes les deux en mode, l'aumônière nous avait dit, vous êtes l'avenir du catholicisme français. Oui. Et on dit un grand oui. Voilà, et ma meilleure pote était amoureuse de l'aumônière. Bref, problématique. Pas réussi à la choper. Voilà, très très homo. Voilà, donc moi, ça, après, forcément, j'ai découvert, en fait, un des échappatoires de ma famille très toxique et tout, c'était d'aller à Thésée, qui est un lieu qui se base sur le communisme et la théologie de la libération, mais qui est chrétien, donc qui rassemble des protestants, des cathos et des orthodoxes. Et donc là, j'ai découvert qu'il y avait un wokisme chrétien qui existait en France et j'étais pas au courant, genre tout est écrit à l'écriture inclusive, tout est vegan, tout est vendu à prix coûtant, blablabla, tout ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer de woke que la fête de l'humain n'a jamais fait, c'est à Thésée. Genre, tu vois, c'est un festival dont tu parles? Mais non, en fait, c'est une communauté où tu peux aller, tu pries 3 fois par jour 20 minutes, t'as 8 minutes de méditation. C'est une ville? Mais c'est un village paumé en Bourgogne, quoi, Okay. où tu vas, mais t'as pas le droit de rester trop longtemps parce que sinon ça deviendrait une secte, tu vois. Ils veulent quand même que ils sont vraiment en mode de l'air, ouvrez les frontières et notre village parce que sinon ils ont compris ça, tu vois. Il faut que ça tourne tout le temps. Et bref, c'est assez intéressant. Moi, j'ai rencontré beaucoup de queers du monde entier qui venaient là pour un peu se planquer, regarder. Oh papa, maman, je vais dans un truc chrétien et puis en plus, allez hop. Et donc voilà, j'ai commencé les parties fines à Thésée à 15 ans. C'était chouette. Il y a du cruising à ce truc? Mais oui, il se passe plein de trucs. Mais chut, faut pas le dire parce Attends, que ça a c'est failli fermer dans les années 70 à C'est cause de ça. En Bourgogne, ça a failli fermer dans les années 70 parce qu'il y avait tous les hippies qui venaient ken, fumer des pétards et tout. Et les frères étaient en mode là, ça va Ça trop loin. restera entre nous, Léa. Voilà. Aucun souci. Bref, voilà. Aucun souci. Mais bref, du coup, sacré truc de mise en commun de oh c'est possible et tout. Voilà. Mais ça fait longtemps que j'y suis pas allée, mais on s'amuse toujours. Et donc pour revenir aussi sur ton premier bouquin, Les hommes hétéros le sont-ils vraiment, c'est un livre qui prend racine vraiment dans un récit beaucoup plus intime que Les Vigilantes. Donc pourquoi ces sujets, donc le sujet des masculinités, qui s'est imposé à toi lorsque tu as eu la possibilité d'écrire ce premier livre? Oui, juste, je reviens sur Thésée, mais un truc trop marrant, j'avais rencontré un antifa lyonnais qui était genre réputé comme étant le plus violent de tous les antifas et il était méga catho. Genre bref, ça m'avait fucked up. Bref, bon, pour revenir à ça, pourquoi j'ai commencé à parler des hommes? Parce qu'en fait, quand j'étais ado, j'étais souvent la seule dans une bande de mecs. Enfin, la schtroumpfette, mais sauf que je sortais pas avec un mec, quoi. Et parce que eux-mêmes ne me considéraient pas comme une femme. Ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je me considère comme non-binaire, mais je pense que matériellement, j'étais vue comme non-binaire parce que j'étais pas vue comme une femme, donc je pouvais accéder quand même à des espaces d'hommes. Ils me considéraient pas vraiment comme une femme, mais ils me considéraient pas comme un homme non plus, tu vois. J'étais vraiment entre les deux. Du coup, je voyais à quel point ils étaient affreux quand ils parlaient des femmes quand elles étaient pas là parce qu'ils considéraient qu'on était entre couilles, donc du coup ils se lâchaient, mais aussi je voyais comment ça pouvait se retourner contre moi. Enfin, j'étais vraiment dans cet interstice intéressant. Et après, du coup, quand j'étais plus dans le monde lesbien et tout, je me suis dit je vais être plus que entre meufs et tout, et du coup je vais oublier un peu cette expérience là et genre c'est comme on va parler de ça au début, comme ça après j'arrête de parler des hommes, genre j'en parle pendant un livre et après j'en parlerai plus jamais, voilà. Donc je crois que aussi t'as commencé par les réseaux sociaux, donc par Instagram avec ton podcast Féminisme et Créante, et t'as aussi fréquenté le monde de la finance. Comment tu t'es mis à travailler dans le monde des réseaux, en fait? Pourquoi tu as décidé de dire, genre, c'est le Covid, je prends mon Instagram et je commence à sortir des trucs féministes? On peut revenir sur la start-up? Non, en fait, moi, j'ai fait des études de direction artistique et en fait, j'ai fait un master où c'était posture entrepreneuriale et du coup, il y avait des trucs à HEC. Voilà. J'ai des formations diplômantes d'HEC. Voilà, c'était affreux. Ah ouais, t'as plus une énergie EHESS qu'HEC. Et voilà, j'ai fait HEC et c'était horrible. Vraiment, ils sont trop bêtes. Mais vraiment, non, mais je vous jure, ils ont un niveau de inculture qui est phénoménal. C'était l'année où il y avait La La Land, où ils avaient nommé La La Land, mais en fait, c'était pas La La Land. C'était Moonlight qui avait eu l'Oscar. L'Oscar, ouais. Et ils savaient ni Moonlight ni La La Land ce que c'était. Ils en avaient jamais entendu parler. Mais pour te dire le
le niveau dans leur bulle parce qu'ils écoutent juste des podcasts de finance et c'est tout. Et du coup, moi, genre, c'est vrai qu'en fait, genre, j'ai fait des études supérieures où je bossais beaucoup le matin et le soir. Souvent, j'avais des jobs de garde d'enfants, mais tous les jours les mêmes enfants, etc. Enfin, j'étais vraiment nounou, quoi. Et donc, j'avais pas le temps de m'engager politiquement, mais au fur et à mesure, j'étais hyper triste parce que j'avais l'impression de perdre mon cerveau et d'être hyper. Enfin, je me sentais trop pas bien. Et du coup, j'ai fini par beaucoup travailler pour rembourser mon prêt étudiant. J'ai fini par le rembourser. Du coup, ben là, j'avais à la fois un job. J'étais alternante dans une boîte et je faisais du freelance en plus pour rembourser et tout. Et une fois que je l'ai remboursé, j'ai fait bon, bah maintenant, je vais faire ce qui me plaît. Je vais militer à fond et tout. En plus, j'arrivais à Paris. Enfin, c'était vraiment l'occasion et tout. Covid. Donc, du coup, je me suis dit, je vais créer en fait le podcast que j'aurais bien aimé entendre et qui n'existe pas, quoi. Ah, ça me parle. Voilà, exactement. Comme vous, finalement. Et justement, bah, c'est vraiment devenu central dans la politisation, Instagram, les réseaux sociaux, l'activisme digital. C'est quoi un peu, justement, avec le recul, ton expérience d'avoir quand même un compte important qui a de l'influence? Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience et qu'est-ce que tu as des choses qui t'inquiètent? Comment tu vois aussi, justement, cet écosystème politique, activiste actuellement sur les réseaux? Est-ce qu'il y a un appel du diable dans le féminisme Instagram? Je pense que surtout pendant le confinement, c'était traite parce que tu peux vite devenir dictateur, hein. Parce que du coup, tu vois, t'as ta plateforme avec des gens qui te parlent tous les jours, qui te mettent sur un piédestal. Si t'as pas des gens qui t'aident à toucher de l'herbe et que tu vois, ça va très vite. Parce que ça peut aller très vite. C'est ce qui s'est passé pour Dora Moto, tu vois. Elle a eu 500 000 abonnés en 2-3 jours, tu vois. Ça lui a monté complètement aussi boulot. Le temps d'un paix. Voilà. Mais du coup, et puis il y a pas de contre-pouvoir, tu vois. Genre, je sais pas, la CGT, ils sont combien de membres et tu vois, il y a combien de membres qui décident quand ils font un post, tu vois. C'est des adhérents qui votent des décisions, tu vois. Il y a tout un processus démocratique. Nous, on est là, bam, on met notre take et puis c'est plus vu que la CGT, enfin les posts de la CGT sur les réseaux. Enfin, tu vois, c'est un rapport hyper individualiste à la politique, mais c'est aussi intéressant parce que t'as plein de voix justement qui s'expriment, qui se clashent, qui se machin, donc à la fois t'apprends très vite, mais t'apprends selon un certain prisme qui est mis en avant sur les réseaux, et ça peut vite te rendre con, imbu de toi-même, etc. Et moi j'en ai vu beaucoup qui ont mal tourné à un moment, certains en sont revenus, d'autres pas, d'autres après une dépression, enfin tu vois, et puis il y a aussi beaucoup de problèmes de santé mentale, parce que c'est trop d'interactions, c'est trop de retours, même si t'apprends super vite parce que t'as plein de gens qui ont plein de trucs à dire sur ce que t'écris, mais le revers de la médaille, c'est que c'est impossible de tout lire, de retenir tout. Moi, depuis que j'ai cette visibilité-là, je retiens plus les visages, je retiens plus du tout les noms. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs où mon cerveau, il arrive plus à assimiler plein de choses. Et du coup, c'est hyper gênant, tu vois. Plein de fois, je suis en mode, je croise quelqu'un professionnellement avec qui j'ai fait un débat 2 semaines avant et je suis là, ah, enchanté, on s'est jamais vu. Et, si, on a débattu ensemble il y a 2 semaines, tu vois. Et genre, mon cerveau, il zappe, quoi. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il faut aller. Et c'est pour ça que justement, moi, j'ai voulu lancer Problématique, enfin, faire quelque chose de collectif de cette plateforme-là, parce que déjà je trouve qu'on va plus loin et que c'est cool aussi quand on a réussi à bâtir un truc de faire une plateforme qui ensuite peut servir à plein de gens et pas que à soi. Et en plus je trouve que c'est mieux à la fois pour ma santé mentale, pour le débat démocratique, enfin on a tous à y gagner, à collectiviser, n'est-ce pas? Et dans Les Vigilantes, tu parles justement du rapport au réseau et notamment au monde des journalistes, puisque tu es journaliste aussi, et de la sphère médiatique. Et tu parles notamment des tradwives. Donc je trouve ça intéressant parce que, étant toi-même journaliste, tu dis qu'il y a une espèce d'effet miroir en fait entre les journalistes et l'intérêt qu'on a porté de manière un peu excessive aux tradwives. Et tu parles en fait, il y a 2 pages, mais je voudrais que tu développes là-dessus. Tu parles de l'analyse du monde des médias à partir du concept des mondes miroirs de Naomi Klein. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur en fait les interactions entre, en gros, un phénomène de niche et les personnes qui donnent de la visibilité à ce phénomène de niche? Ouais, le monde miroir dans le cas des tradwives, il s'exprime dans le fait qu'on se demande pourquoi est-ce que les journalistes, beaucoup de femmes, ont été fascinées par cette figure des tradwives qui est très minoritaire, notamment en France. Il y a des médias qui ont qualifié les tradwives de tendance phare de 2025, alors qu'en France, elles sont 10, quoi. Et alors que, tu vois, les féministes, elles sont je sais pas combien sur les réseaux, on fait pas des trucs comme ça d'étalage. Et en fait, ce qui est intéressant dans la théorie du miroir, c'est que d'autres figures que tu considères comme némésis ou proches de toi mais t'aimes pas, etc., te renvoient quelque chose de toi-même ou te questionnent en miroir sur toi-même. Et du coup, je développe dedans le fait que les journalistes voient les tradwaves comme à la fois leur opposé et en même temps avec une certaine similitude, et ce qui crée ce rapport-là, dans le sens où les journalistes, elles sont, contrairement aux tradwaves qui restent
en théorie chez elles, qui ne bougent pas, qui sont dépendantes de leur mari. Elles sont indépendantes, souvent précaires, et elles bougent à droite à gauche. Mais ce qui les réalise, c'est qu'elles font toutes les deux du contenu qui est mis sur la place publique, puisque les tradwives, elles sont aussi des créatrices de médias en ligne, et elles mettent en scène leur intérieur de façon médiatique et presque cinématographique en fait, et surtout ce qui est intéressant, c'est que les deux viennent de classes bourgeoises souvent en général, donc il y a ce truc de ça aurait pu être moi, mais non, mais pourquoi, mais qu'est-ce qui me différencie et tout, et surtout c'est des journalistes plutôt société ou lifestyle qui vont s'intéresser aux tradwives, et en fait les tradwives font aussi du lifestyle, donc il y a toutes ces similitudes / différences qui font qu'il y a une fascination pour ces femmes-là, et je pense aussi que chez certaines journalistes précaires qui sont tout le temps en train de piger à droite à gauche et à courir après les sujets, la reconnaissance et l'argent, des fois il peut y avoir ce truc de et si j'étais au crochet d'un mari, ce serait quand même plus reposant, mais oui, mais non, mais pourquoi je veux pas et tout, donc voilà, c'est toute cette fascination là que j'explique dans le livre. Moi, j'adore celle qui parle un peu en mode ASMR et qui est là. Ce soir, je vais faire des lasagnes pour mes deux chéris. Ils étaient au sport et moi, je coupe simplement une poire et 4 jambons. Donc ouais, les tradwives, c'est quand même un phénomène intéressant. Mais par contre, alors là, il va falloir que tu t'expliques. Tu cancelles Desperate Housewives, beauté désespérée au Québec. Pourquoi tu cancelles Desperate Housewives? Après la saison 4, peut-être, car après la saison 4, ce n'est pas bien. Mais parce que le réalisateur, il est républicain, point. Et ça se voit dans la série. C'est pas parce qu'il est camp Non, mais t'aimes que pas c'est le fun. progressiste. Non, mais attends, c'est super camp et c'est super fun. Je dis pas non plus, il faut tout jeter, il faut tout brûler. Je dis qu'il y a une fascination quand même pour tout ce modèle-là de genre la blanchité bourgeoise où tu vis dans ton petit chez toi, par terre, etc. En fait, c'est ça. En fait, ce qu'on est attaché plus que les personnages, c'est quand même le décor. Et tu vois, à la fin, on est triste qu'elle quitte ce décor-là parce qu'en fait, tout ce qui est mis en Raconte fascination. pas la fin. Je ne raconte pas la fin. Bon, c'est sorti il y a longtemps quand même maintenant, et on peut spoil. Mais jeter voilà. le bébé avec l'eau du bain, c'est un infanticide. Hein. Ouais, mais il est toujours républicain, hein, j'insiste. Il se pas Mais parce c'est vrai qu'il que est c'est vrai gay. que ça met vraiment en valeur ce mode de vie Complètement, il y a une parfait des fascination. années 50 en fait. Bah, t'es fasciné, que tu le veuilles ou non, même si c'est critiqué. Il dit lui-même, hein, le réalisateur, il dit j'aime bien égratigner ce modèle, mais je le chéris quand même de tout mon cœur, et ça se voit, je trouve. Alors ça tombe bien parce que nous aussi, on a notre propre Desperate Housewife. Je sais pas si elle est belle, mais elle est désespérée, ça c'est sûr. C'est l'heure du coup de babouche. Oui, allô? Moi bien, salope. La prochaine fois que tu entends parler de moi, que je te croise dans la rue, c'est pas une droite que tu vas manger, c'est pas une gauche, c'est pas un coup de tête, c'est un coup de babouche. 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 Sans transition, et alors que je doute légèrement de notre capacité à séduire les médias Bolloré et autres pinoteries, et oui, malgré notre charme et notre verve jamais démentie, j'aimerais leur proposer un concept. J'aimerais leur offrir, que dis-je, un modèle qui a fait ses preuves à l'international. Étant à l'heure actuelle en galère pour renouveler mon intermittence et à moins 3 ans sur mon compte en banque, je demanderais juste un pourcentage des bénéfices ou au minima un paiement en grosse visibilité. Voilà, monsieur Bolloré, vous qui possédez le monde, la veuve et l'orphelin. Enfin, je le soupçonne de n'en avoir rien à foutre de l'orphelin, mais lui dites pas. J'aimerais que vous lanciez l'émission de mes rêves, le programme télévisuel qui pourrait peut-être, à son échelle, enfin réunir une France qu'on sait affreusement désunie, les Real Housewives of Paris. Je vous le vends en format clé en main. Tout le monde sait ce que c'est et en vrai, on n'est plus à ça près niveau gentrification de la capitale. Alors pitié, donnez au peuple son pain. Vous ne voulez pas nous donner des droits? Je comprends. Améliorer nos conditions d'existence? Bouh! Ou augmenter les salaires? Alors pitié, mi padre Bolloré. Offrez-nous au moins du fun et produisez les Real Housewives of Paris. Et si vous vous en foutez de nous, pensez au moins à elles. Oui, elles sont déjà riches, elles ont déjà tout. Ne méritent-elles pas enfin l'occasion de faire semblant de pleurer face caméra?
ne mérite-t-elle pas de se jeter des verres de champagne au visage en révélant les sombres coucheries et autres malversations financières de vos opposants politiques, monsieur Bolloré? Et oui, c'est qu'outre notre fun, vous avez aussi beaucoup à y gagner. Alors, je vous présente mon casting idéal 100% star, 0% représentation. On est chez Bolloré, hein, pas sur Blast. Alors, il y aura tout d'abord Hélène Mercier-Arnaud. Je vais pas vous expliquer pourquoi, mais on pourra la voir faire du piano. Elle a aussi des origines québécoises. Je sais pas si elle a l'accent, mais si elle l'a, c'est mieux. Pour un côté international, j'aimerais qu'il y ait Salma Hayek-Pinault. Elle pourra peut-être faire un petit peu d'acting, jouer dans Plus belle la vie ou un truc comme ça. Elle pourrait nous offrir ça. Alors plus niche, mais ça je tiens vraiment pour un côté chanson, pour inviter Hélène in Paris. C'est cette multimillionnaire qui avait fait Destination Eurovision et qui depuis fait des recettes et des chansons. Et elle est chez elle, elle est là. Aujourd'hui, je vous propose une recette minceur. Et j'avoue que j'en ai déjà testé une. Mais j'ai pas minci. Enfin, Marlène Schiappa, c'est une évidence. En plus, ça serait une occasion pour elle de reprendre sa carrière dans le modeling. On se souvient toutes et tous de ce photoshoot bleu, blanc, rouge, là. J'ai essayé de me commander la même robe, elle n'est jamais arrivée, c'est dommage. Mais si à Marlène, moi je veux le clash avec le padré, quand même, qui soutient Chikirou. Évidemment. Qui soutient Chikirou. Oh bon, on va pas parler de Chikirou, on a évité de le faire tout le podcast, c'est pas maintenant qu'on va commencer. Enfin, dans mon casting idéal, Marine Le Pen. Elle ne peut plus être candidate au présidentiel. Je pense que cette émission peut être l'occasion d'un coming out. Merci, on a hâte de voir ce programme sur CNews ou sur C-Star. C-Star. C-Star, c'est le canal 17, anciennement Virgin 17 et Europe 2 TV. Moi, j'ai passé du temps à regarder la TNT. Dans Les Vigilantes, notamment puisqu'on parlait de famille, de tradition, tu parles donc de l'importance de la famille nucléaire hétérosexuelle pour l'extrême droite, qui la considère comme le seul modèle désirable et d'accomplissement. Tu dis que ça perpétue un modèle adultiste qui empêche de penser à un rapport à l'enfant qui puisse combattre activement les violences faites aux enfants. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est l'adultisme et pourquoi les droits des enfants est quelque chose qui doit être pris en compte pour articuler un discours contre l'extrême droite ? Ouais, l'adultisme, c'est le pouvoir qu'exercent les adultes sur les enfants. Enfin, les violences sur les enfants, on sait aujourd'hui à quel point elles sont massives. Enfin, 3 enfants victimes d'inceste par classe, etc. Je vous refais pas tous les chiffres. Et je trouve qu'un exemple récent et d'actualité qui montre bien comment extrême droite, pouvoir parental s'articule, c'est en fait en Italie, il y a une famille qui élevait ses enfants dans la forêt et du coup qui les sous-nourrissait et qui les coupait de tout contact avec d'autres enfants de leur âge. Les enfants sont retrouvés empoisonnés par des champignons et il y a un juge qui a décidé du coup qu'il fallait retirer la garde aux parents et placer les enfants pour que les enfants puissent survivre et socialiser de façon plus pérenne avec des enfants de leur âge. Et du coup, Mélanie and consoeurs ont crié au juge rouge qui arrache les enfants à leurs parents juste parce qu'ils sont pas d'accord avec le lifestyle de ces derniers et que ça va quand même. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, ce qu'elle dit, Mélanie, aux Italiens, là, en l'occurrence, c'est vous aurez pas plus de droits, vous aurez pas d'aide, on va pas améliorer vos conditions d'existence, voire on va les faire reculer, mais vous serez roi en votre royaume sur vos enfants, vous pourrez vous défouler sur eux et faire ce que vous voulez et vous aurez un pouvoir total pour reprendre l'impuissance que vous avez pas dans la société en l'ayant sur les enfants. Mais elle a pas divorcé il y a 2 ans, elle? Mais si, bien sûr, mais de toute façon, elles sont toutes des... En fait, Elle a des enfants, même? Mais oui, il me semble, oui, elle a des enfants. Oui, elle en a 2. 2? Ah. Et surtout, en fait, tu vois, elles peuvent faire ce qu'elles veulent une fois qu'elles ont été mariées et qu'elles ont eu des enfants, tu vois. Genre, même Alice Weidel, elle est lesbienne, mais elle a été mariée, elle a des enfants, tu vois. C'est la base. Weidel, qui est la présidente du parti Alternative für Deutschland, le parti d'extrême droite néo-nazi. Ah oui, c'est elle qui est mariée à une femme qui vient du Sri Lanka. Oui, c'est ça, exactement. Elle est waouh. Oui, mais elle est petite fille de nazie avant tout. Elle est petite fille de nazie avant tout. Donc, l'enjeu de l'enfant, c'est de l'autonomie des enfants et un enjeu
que a bien compris l'extrême droite, c'est un endroit à combattre, quoi. Enfin, Oui, c'est un endroit où complètement. Ils veulent s'approprier ce terrain-là. Oui, et puis on le voit tout à fait sur le traitement des enfants intersexes et des enfants trans, où par exemple, quand il s'agit de mutiler des enfants intersexes complètement viables pour le plaisir des parents qui vont pouvoir choisir sur catalogue de faire rentrer dans un des sexes, entre guillemets, un des enfants, là on voit que l'extrême droite ne s'offusque pas du fait qu'on fasse des opérations hyper invasives sur des corps de bébés qui n'ont rien demandé. Mais par contre, si c'est à donner des soins d'affirmation de genre à des enfants trans qui revendiquent ça, oulala, attention, on va venir faire des trucs invasifs sur des enfants, c'est très 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 grave d'un coup, parce que la seule différence c'est que les enfants trans s'affirment comme étant trans et du coup on revendique un droit à l'autodétermination et ça remet en cause le pouvoir adulte et pas que le pouvoir parental, le pouvoir adulte au sens large, alors que les enfants intersexes ça pose pas de problème puisque c'est une opération pour les faire rentrer dans la norme et pour le plaisir parental. Merci. Et donc pour finir, tu parlais de l'importance de ton désir de rentrer dans un mouvement, de partager des forces collectivement. Donc tu as fondé le média Problématique, qui a une campagne de dons, mais ça a été lancé officiellement la semaine dernière, aux côtés de la militante Aria Meroni et de la journaliste Apolline Bazin. C'est quoi l'ambition du média et pour toi ça répond à quel manque dans les médias aujourd'hui et en quoi vous allez être problématique en fait? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Vends-nous ton truc. On va être le courrier international queer. Non, le but c'est de pouvoir parler de tout, mais avec un prisme queer du genre. Par exemple, si on s'intéresse à comment les gens en Hongrie résistent, on va aller aussi demander à des queers comment eux ils résistent et toujours prendre en compte ces enjeux-là, mais en parlant de tout. Et ça, il n'y a pas parce qu'il y a un tout petit peu de presse, on va dire entre guillemets communautaire, qui parle de l'actualité LGBTQIA, mais il n'y a pas des médias qui relient les luttes entre elles en mettant en avant les dimensions de genre, mais pas que, et en montrant en quoi tous les systèmes de domination ils sont liés, mais avec du journalisme de fond, etc. Donc c'est un petit peu l'ambition. Qui est pas une mince affaire parce que on veut rester indépendante, on veut rester pure entre guillemets, mais il va falloir qu'on trouve des sous pour maintenir quand même de pouvoir payer des piges, etc. et d'avoir une certaine envergure. Donc on fait tout ça et en quoi on va être problématique on va tailler tout le monde, voilà. Voilà ce qui va se passer. Non, c'est pas vrai. Mais le but, c'est problématique pour le côté camp, mais aussi pour le côté nous allons problématiser les enjeux, nanani, nanana. Après, au vu du nom, si vous avez des financements pas très clairs, on ne pourra pas dire que vous n'aviez pas prévenu. En tout cas, on vous invite à suivre les articles de Problématique Média, de lire le travail de Léane. Merci beaucoup à Léane Alestra d'être venue ce soir. Merci d'être venu se mettre une plume dans le cul tous ensemble. Merci à tout le monde d'être venu aussi nombreux. Ça fait très plaisir. Merci aux Dionysiennes et Dionysiens d'avoir élu notre maire au premier tour. Bravo. Bravo pour la mobilisation de la gauche radicale partout en France. Merci à toute l'équipe des Souffleuses de nous accueillir ce soir. Merci à Quentin Bidot pour le visuel et Snow pour les photos. Allez suivre son Instagram, c'est @hotpinksnow. Merci à Ous pour la régie. Cette star. Merci à Babouchka Babouche. Oui. N'oubliez pas de suivre notre page Instagram @lemasquetlaplume DLQ. On vous donne rendez-vous le mercredi 28 avril. Avec qui? Aux Souffleuses, où nous aurons l'honneur de recevoir la comédienne Anna Mouglalis. Passez une très belle soirée et n'oubliez pas, la vie est toujours plus belle avec une plume dans le cul. Bonne soirée. Merci. Marguerite Duras.